Mon nom est Eleanor Whitfield, et pendant plus de 30 ans, mes mains et mes yeux se sont vus confier des choses que la plupart des gens ne remarquent que lorsqu'elles ont disparu. Je suis conservatrice en architecture. Je restaure les bâtiments historiques comme les chirurgiens restaurent les corps, avec soin, patience, en honorant chaque ligne originale et chaque faiblesse cachée. J'ai passé ma vie à protéger des structures que d'autres étaient pressés de remplacer, prouvant que la préservation n'est pas de la nostalgie, mais une responsabilité. Cette soirée était censée être une célébration. Mon fils Nathan y avait insisté. Il avait choisi le restaurant, une ancienne bibliothèque reconvertie avec des plafonds voûtés et un éclairage ambré et doux, le genre d'endroit qui murmure le prestige. Il a dit que c'était pour honorer mon 63e anniversaire à venir et mes soi-disant discussions sur la retraite. Sa femme, Brooke, était assise à côté de lui, parfaitement composée, vêtue d'une élégance discrète qui semblait pourtant calculée. La table était remplie d'assiettes délicates, le vin décanté avec précision, les voix basses et respectueuses. Pour quiconque nous observait, cela ressemblait à une famille aimante honorant une matriarche. Mais dès l'instant où je me suis assise, quelque chose n'allait pas. Pas un malaise bruyant, mais un malaise silencieux, comme un bâtiment avec une fissure cachée que seul un œil exercé peut sentir. Ma vision me posait problème depuis des mois. Subtil au début. Les plans devenaient flous sur les bords. La perception de la profondeur semblait peu fiable. Je me disais que c'était la fatigue. L'âge. De longues nuits à plisser les yeux sur des dessins. Pourtant, cette nuit-là, la pièce semblait basculer très légèrement, comme si le sol lui-même n'était pas digne de confiance. « Maman, tu as l'air fatiguée », dit doucement Nathan, tendant la main sur la table avec une préoccupation jouée à la perfection. « Tu devrais vraiment ralentir. Tu n'as plus rien à prouver. » Brooke hocha la tête en signe d'accord, son sourire doux mais persistant. « Tu as construit quelque chose d'incroyable, Eleanor, mais il est peut-être temps de lâcher prise. Le stress est terrible pour ton état. » Mon état. Ils avaient commencé à utiliser ce mot récemment, comme un diagnostic qui excusait chaque suggestion qu'ils faisaient ensuite. Ils parlaient de responsabilité, de me protéger, de la difficulté que cela devait être de travailler quand la vue commence à baisser. Ils parlaient de la retraite comme d'un soulagement, de la paperasse juridique comme d'une commodité, de déléguer les pleins pouvoirs comme d'un acte d'amour. Nathan disait qu'il voulait seulement aider, qu'il ne changerait jamais mon héritage. J'écoutais. Je hochais la tête. À l'intérieur, quelque chose de lourd pesait sur ma poitrine. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien. J'avais combattu des promoteurs, des conseils municipaux, des entreprises. J'avais préservé des écoles, des palais de justice, des églises, des lieux où la mémoire vivait dans la pierre. Et maintenant, assise sous un éclairage poli avec ma propre famille, je me sentais réduite à un obstacle qu'il fallait gentiment écarter. Peut-être qu'ils avaient raison, pensais-je. Peut-être que je devenais un fardeau. La dernière proposition de restauration que j'avais examinée m'avait pris plus de temps que d'habitude. J'avais manqué une erreur de mesure mineure et l'avais corrigée plus tard, mais le doute persistait. Le doute est dangereux. Il corrode plus vite que la rouille. J'ai accepté d'examiner la paperasse. J'ai dit que nous en discuterions bientôt. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et sans équivoque. Cela me piqua plus que n'importe quelle dispute l'aurait fait. Quand le dîner se termina, je me levai avec précaution, me tenant à la chaise pour garder l'équilibre. Nathan proposa de me raccompagner, mais je refusai. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de distance par rapport à la table, par rapport à la victoire silencieuse qui brillait dans leurs yeux. Dehors, la nuit semblait vide. La rue sentait la pluie sur la vieille pierre, mais je le remarquais à peine. Je cherchais dans mon sac pour appeler une voiture. Mon téléphone avait disparu. Je soupirai, irrité contre moi-même, et retournai vers l'entrée. Le restaurant était plus calme maintenant, les chaises empilées, les lumières tamisées. En entrant, une étrange immobilité m'envahit, épaisse et pleine d'attente. C'est alors que je vis la serveuse me regarder droit dans les yeux, le visage pâle, les yeux écarquillés d'urgence, et avant que je puisse poser la moindre question. Elle se dirigea vers la porte et la verrouilla derrière moi. Tout ce que je pensais savoir s'est arrêté net à cet instant. Le bruit du verrou s'enclenchant était doux, presque poli, mais il résonna dans ma poitrine comme un coup de feu. Je me tournai instinctivement vers la porte. « Excusez-moi, dis-je, ma voix plus sèche que je ne le voulais. J'ai juste besoin de mon téléphone. Je m'en vais. »
La serveuse ne bougea pas. Elle était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des cheveux noirs tirés en arrière trop serrés et des mains qui tremblaient malgré ses efforts pour paraître calme. Son badge indiquait Mara. Elle déglutit difficilement et jeta un coup d'œil vers la salle à manger, puis de nouveau vers moi. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle. « Vous devez me faire confiance. Je ne ferais pas ça si ce n'était pas grave. » Mon cœur commença à s'emballer. Tout mon instinct professionnel, appris au fil des décennies, me disait que quelque chose n'allait pas. Une porte verrouillée. Une inconnue demandant ma confiance. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'empêcha de la bousculer. De la peur, oui, mais pas pour elle-même. Pour moi. Je ne me sens pas bien, dis-je doucement. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Ce n'est pas une blague, répondit-elle. J'ai vu quelque chose, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Mais j'ai besoin que vous restiez stable. Promettez-moi que vous n'allez pas vous évanouir. Le mot « évanouir » sonnait comme une insulte. Pourtant, la pièce tangua légèrement, comme pour se moquer de ma fierté. Je hochai la tête une fois. Mara me conduisit rapidement à travers un couloir étroit derrière le bar, passant devant des étagères de verrerie et des chariots de linge, jusqu'à une petite salle du personnel qui sentait légèrement le détergent et le café brûlé. Contre un mur se trouvait un bureau avec un moniteur de sécurité faiblement éclairé. Elle ferma la porte derrière nous et baissa encore plus la voix. « Cette caméra couvre votre table, celle juste au-dessus. » Je n'étais pas censé regarder, mais je l'ai fait parce que quelque chose clochait. Elle tapa sur le clavier. L'écran vacilla, puis se stabilisa sur une image granuleuse en noir et blanc. Je reconnus l'angle instantanément. C'était nous, ma table, mon dîner. L'horodatage indiquait 23 minutes plus tôt. Je me regardais me lever de ma chaise, ajuster ma veste et sortir du champ en direction des toilettes. Ma posture semblait plus âgée que je ne me sentais, légèrement instable, vulnérable. Ma gorge se serra. Puis, au moment où j'avais quitté le champ, tout changea. Nathan se pencha en arrière sur sa chaise. La chaleur quitta son visage comme de l'eau s'écoulant dans un évier. Il balaya rapidement la pièce du regard, non pas avec inquiétude, mais avec calcul. Brooke se rapprocha de lui, plaçant son corps de manière à masquer la table. Mon fils plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Je me penchai en avant sans m'en rendre compte. Il sortit une petite fiole, claire, fine, pas quelque chose que l'on pourrait confondre avec un médicament. Il dévissa le bouchon avec une aisance pratiquée et la pencha au-dessus de mon verre de vin. Juste quelques gouttes. Efficace. Prudent. Brooke rit. Pas fort, juste assez pour montrer son plaisir. Mon souffle se coupa. Mes doigts s'agrippèrent au bord du bureau pour me maintenir debout. Sur l'écran, Nathan glissa la fiole dans sa poche et souleva légèrement mon verre, le faisant tourner comme pour en admirer la couleur. Il dit quelque chose. Mara se pencha et activa le son. Elle pense que c'est l'âge, dit la voix de Nathan, désinvolte et amusée. Les médecins disent que c'est le stress. Une couverture parfaite. Brooke ricana doucement. Combien de temps avant qu'elle ne puisse plus voir droit du tout? Encore quelques semaines si elle continue à en boire, répondit-il. Ensuite, elle signera n'importe quoi. Je sentis la pièce se replier sur elle-même. Mes oreilles bourdonnaient, mes genoux fléchirent, et je m'effondrai sur le sol froid en linoléum, le dos contre le placard, ma respiration courte et saccadée. Mon fils, mon enfant, le garçon dont je vérifiais les devoirs à la lueur d'une lampe, dont je tenais la main pour traverser les rues animées. Sur l'écran, Nathan imita un tremblement, l'exagérant, se moquant de mes mains instables. Brooke essuya des larmes de rire de ses yeux. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il savourait mon effondrement. Mara tomba à genoux à côté de moi, la voix tremblante. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qui vous étiez au début. Mais personne ne mérite ça. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas crier. Je pouvais seulement fixer l'écran alors que la vérité se gravait en moi. Net et irréversible. Le dîner n'avait jamais été une célébration. C'était une répétition pour mon effacement. Pendant un long moment, je restais sur le sol, le dos pressé contre le placard métallique froid, ma respiration superficielle et irrégulière. L'image sur l'écran s'était gravée dans mon esprit, se rejoint encore et encore sans pitié. La trahison a un poids.
Elle pèse sur votre poitrine jusqu'à ce que chaque souffle semble emprunter. Mara était agenouillée à côté de moi, ne sachant pas si elle devait me toucher ou non. Ses mains planaient dans les airs, tremblant presque autant que les miennes à table. « Je devrais appeler quelqu'un » dit-elle doucement. « Une ambulance ou la police ?»« Non. » Le mot sortit plus sec que je ne l'avais prévu. Je fermai les yeux et forçai ma respiration à ralentir. Pas encore. J'avais besoin d'avoir l'esprit clair. La panique ne ferait que donner à mon fils exactement ce qu'il voulait. Mara hésita. Je vis un conflit vaciller sur son visage, mais elle hocha la tête. « Je pense que vous devriez savoir quelque chose, » dit-elle tranquillement. « Mon père travaille dans la sécurité industrielle. Des cas d'exposition à des produits chimiques. J'ai grandi en entendant parler de substances qui ne vous tuent pas mais vous affaiblissent, vous font douter de vous-même. Cela attira mon attention. J'ouvris les yeux et la regardai attentivement pour la première fois. Elle n'était pas seulement effrayée. Elle était certaine. Quand je l'ai vu verser le produit, continua-t-elle, j'ai reconnu la façon dont il le manipulait. Trop confiant. Ce n'est pas un médicament et ce n'est pas aléatoire. C'est calculé. La pièce cessa de tourner. Calculé. Ce mot était important. Pendant des mois, ma vue avait baissé selon des schémas, pas dans le chaos. Pire à certains moments de la journée. Pire après les repas que je partageais avec Nathan. Une légère amélioration quand je voyageais seul pour le travail. J'avais blâmé le stress, la fatigue, l'âge. Mais là je ne suis pas d'horaire. Le poison, si. Un calme étrange s'installa, froid et concentré, comme l'instant précédant une restauration difficile. Le moment où l'on identifie enfin la source d'une défaillance structurelle. Une fois que l'on voit la fissure, la peur change de forme. Elle devient soluble. Je ne suis pas en train de mourir, dis-je à voix haute, plus pour moi-même que pour elle. Mara me regarda, surprise. Quoi? Je ne perds pas la vue naturellement. Ce n'est pas un déclin. C'est une interférence. Le mot avait un goût amer, mais il me ramena aussi sur terre. Je me relevai lentement, testant mon équilibre. La faiblesse était toujours là, mais maintenant je la comprenais. Comprendre change tout. Merci, dis-je à Mara, en la regardant dans les yeux. Ce que vous avez fait ce soir m'a peut-être sauvé la vie. Ses lèvres se pincèrent. Je ne pouvais tout simplement pas vous laisser partir sans que vous sachiez. Il riait. Je n'arrêtais pas de penser, si c'était ma mère. Je pris mon portefeuille dans mon sac et lui tendis plusieurs billets. Elle commença à protester, mais je secouai la tête. Ce n'est pas un paiement pour le silence, dis-je. C'est de la gratitude. Mais j'ai besoin d'une chose de votre part. N'importe quoi. Vous n'avez rien vu. J'ai oublié mon téléphone. Je suis revenu, je l'ai récupéré et je suis parti. Si quelqu'un demande, c'est toute l'histoire. Mara hocha la tête sans hésiter. Je promets. Je pris mon téléphone sur le bureau où elle l'avait posé et me dirigeai vers la sortie de service. Mes jambes semblaient lourdes, mais ma colonne vertébrale était droite. Quand l'air frais de la nuit frappa mon visage, il semblait différent maintenant, plus vif, réel. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Le chagrin viendrait plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de contrôle. À la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Nathan et Brooke ne rentreraient que tard. Je ne suis pas allé dans ma chambre. Je suis allé dans mon atelier, la pièce où je gardais mes premiers dessins et outils, où chaque surface portait le poids de la mémoire et de la précision. Je me suis assise à ma table à dessin et j'ai fixé mes mains. Elles étaient stables, non pas parce que le poison avait quitté mon système, mais parce que la peur l'avait fait. Ils pensaient qu'ils me démantelaient. En vérité, ils avaient fait quelque chose de bien plus dangereux. Ils m'avaient réveillé. Et pour la première fois depuis que ma vision avait commencé à se brouiller, je compris avec une clarté parfaite que ma plus grande menace n'était plus le temps. C'était la confiance. L'atelier était la seule pièce de la maison qui ne me semblait jamais inconnue, peu importe combien de temps je m'en éloignais. Même dans la faible lumière du petit matin, il m'accueillait avec une honnêteté tranquille que le reste du monde n'avait pas. Les tables à dessin étaient exactement là où je les avais laissées. Les plans enroulés reposaient dans leur casier. Des étagères de carnets et de diapositives en verre bordaient les murs, chacune étiquetée de ma propre écriture soignée.
Cette pièce ne m'avait jamais menti. Je verrouillai la porte derrière moi et allumai la lampe suspendue. Sa lumière blanche transperça les ombres et se posa sur la table comme un chirurgien se préparant pour une incision. Quoi que mon fils ait mis dans mon corps, cela venait d'un endroit de calcul, ce qui signifiait que cela laisserait des traces. Au fond de mon sac, enveloppé dans une serviette en papier, se trouvait le sous-verre que j'avais distraitement pris au restaurant. Une faible tache rouge marquait son bord là où le verre avait transpiré. Je le posai doucement sur la table comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès. Il y a des années, avant même de toucher à la pierre ou au bois historique, j'avais été formé à l'analyse de la dégradation des matériaux. La lumière, la pression, les produits chimiques. Les bâtiments s'effondrent pour des raisons. Les corps aussi. Je sortis un petit analyseur optique portable d'un tiroir verrouillé. Un vieil équipement, fiable. Je grattai le faible résidu du sous-verre sur une lame d'échantillon, ajoutai un solvant neutre et le positionnai sous la lentille. Ma respiration ralentit alors que j'ajustais la mise au point. Le motif apparut presque immédiatement. Ce n'était pas seulement de l'alcool. Il y avait un composé secondaire présent, synthétique, structuré, délibérément conçu. Je fis le test 2 fois, puis une 3e fois pour être certaine. Les résultats ne changèrent pas. Un suppresseur temporaire du nerf optique, pas de dommages permanents, pas de maladie dégénérative. Une perturbation contrôlée du traitement visuel conçu pour imiter le déclin naturel, assez pour provoquer le doute, assez pour éroder la confiance, assez pour qu'une femme abandonne volontairement l'œuvre de sa vie. Je me reculai dans ma chaise, la vérité s'installant en moi avec une clarté glaçante. Nathan n'avait pas voulu ma mort. Il me voulait obéissante. Je fermai les yeux et laissai la colère monter, puis s'apaiser. La rage était un outil grossier. J'avais besoin de quelque chose de plus tranchant. Si le composé était temporaire, cela signifiait que le timing comptait. L'exposition devait être répétée, soigneusement maintenue. Et si l'exposition cessait, la récupération suivrait, ce qui signifiait que j'avais encore un levier. Je regardai l'horloge. 6h30 du matin, trop tôt pour agir, trop tôt pour confronter, mais pas trop tôt pour planifier. Je pris mon téléphone et fixai le nom de mon fils sur l'écran. Un instant, j'hésitais. Puis j'appelai. Je laissai ma voix trembler quand il répondit. Je laissai la panique s'infiltrer dans chaque mot. Nathan, murmurai-je. Je ne vois pas bien ce matin. C'est pire. Tout semble sombre. J'ai essayé de lire mes notes et je n'arrivais pas à les déchiffrer. Il y eut une pause, juste assez longue pour entendre sa satisfaction se cacher derrière l'inquiétude. Maman, dit-il doucement, c'est exactement pour ça qu'on a parlé de prendre du recul. Le stress aggrave les choses. J'avalai difficilement, laissant mon silence parler. Je ne veux plus me battre, dis-je. Je ne veux plus faire semblant que tout va bien. Une autre pause. Celle-ci plus courte. On peut apporter la paperasse aujourd'hui, dit-il. Pas besoin d'attendre. Tu devrais te reposer. Oui, répondis-je. S'il te plaît. Aujourd'hui. Je mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. L'appât était lancé. Je passai les heures suivantes à nettoyer mon système du mieux que je pouvais. De l'eau provenant de bouteilles scellées. De la nourriture simple. Des compresses de vapeur sur mes yeux, comme j'avais appris il y a longtemps pour soulager l'exposition à des produits chimiques. Je ne m'attendais pas à des miracles. J'avais seulement besoin d'assez de clarté pour exécuter la suite. Puis je parcourus la maison méthodiquement. Je vidai ma cuisine de tout ce que Nathan ou Brooke avaient touché lors de leur visite. Thé, compléments, bouteilles d'huile, même le pot de miel qu'elle aimait mélanger dans mes boissons. Tout alla à la poubelle. Dans la chambre d'amis, caché dans un tiroir sous des foulards pliés, je trouvai ce que j'avais à moitié attendu, de petites fioles, un liquide clair, identique à celle que j'avais vue sur l'écran. Ma main se serra autour du verre jusqu'à ce qu'il se fissure presque. Il ne s'était jamais agi de soin. Il s'agissait de contrôle, et maintenant que je connaissais la vérité, l'atelier derrière moi semblait vibrer d'une approbation silencieuse. Les outils étaient prêts. Moi aussi. Je suis resté dans la chambre d'amis plus longtemps que nécessaire, la petite fiole de verre lourde dans ma paume. Elle était chaude de ma peau, d'une apparence trompeusement inoffensive. Si je n'avais pas vu la vidéo, si je n'avais pas fait confiance à l'instinct que des années de travail minutieux avaient aiguisé,
j'aurais pu la confondre avec un médicament ou l'ignorer complètement. C'était le but. Je posai la fiole sur le bureau et commençai à fouiller la pièce correctement. Non plus comme une propriétaire rangeant après des visiteurs, mais comme une enquêtrice cataloguant une scène de crime. Je me déplaçai lentement, délibérément, chaque tiroir, chaque placard, chaque espace où la familiarité pouvait cacher une intention. La deuxième découverte vint de mon armoire de salle de bain. Nathan m'avait apporté une boîte de compléments pour les yeux des semaines plus tôt, souriant comme le font les fils quand ils croient être attentionnés. Pour ta vue, maman. Recommandé par le médecin. Je me souviens m'être senti étrangement reconnaissante à l'époque. Maintenant, je tournais la bouteille dans mes mains et fronçais les sourcils. L'étiquette était mal posée. Un coin se souleva sous mon ongle bien trop facilement. Je la décollai. Sous la marque joyeuse se trouvait une autre inscription imprimée directement sur le contenant d'origine. Minimaliste. Sévère. Un symbole que je reconnus immédiatement. Il appartenait à Meridian Développement. Mon estomac se noua. Meridian n'était pas une société pharmaceutique. C'était un conglomérat immobilier impitoyable connu pour acquérir des propriétés protégées, les vider de leur statut légal et les raser pour le profit. J'avais bloqué 3 de leurs projets majeurs au fil des ans, invoquant des clauses de préservation et des désignations historiques pour lesquelles ils me méprisaient. Ce n'était pas une coïncidence. Je continuais à chercher, mon pouce stable mais froid. Dans un tiroir de rangement derrière du linge de rechange, je trouvai une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient d'autres fioles identiques en taille et en forme. Chacune marquée de minuscules codes gravés. Ce n'était pas un empoisonnement opportuniste. C'était un approvisionnement. C'était une planification. Je m'assis sur le bord du lit, le poids de la réalisation pesant sur ma colonne vertébrale. Nathan n'avait pas agi seul. Il avait été aidé, soutenu, équipé. Meridian ne voulait pas seulement mon entreprise. Il me voulait hors du jeu. Mon cabinet avait été la dernière barrière entre eux et une série de sites historiquement protégés, des églises, des écoles, des bâtiments municipaux, des édifices qui ne pouvaient pas être démolis tant que je détenais l'autorité. Si je me retirais, ces protections s'effondreraient en quelques semaines. Ils utilisaient mon fils comme levier, ou pire. Je retournai à l'atelier et disposai tout soigneusement sur la table. La fiole, la bouteille de compléments altérés, des photographies prises avec mon téléphone. L'épreuve exigeait de l'ordre. Mon esprit rejoua le dîner. L'impatience de Nathan. Les sourires de Brooke. Leur empressement a accéléré la signature. Tout s'alignait maintenant. Il n'attendait pas mon déclin. Il l'organisait. Le téléphone sur le comptoir vibra. Le nom de Nathan s'afficha à l'écran. Je le laissai sonner 1 fois, 2 fois, puis je répondis. « Maman, dit-il, la voix plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Brooke et moi serons là vers 14 heures. Ça te va ? Bien sûr, répondis-je, en laissant ma voix s'adoucir. Je serai là. Je ne vais nulle part. Quand l'appel se termina, je m'accordai une longue respiration. La trahison n'était plus seulement personnelle. Elle était idéologique, éthique. Ils ne me démantelaient pas seulement moi. Ils effaçaient des décennies de protection, de mémoire, de soins, et ils croyaient que j'étais trop faible pour les arrêter. Je commençais à préparer la maison pour leur arrivée, non pas comme un lieu de reddition, mais comme une scène. Je m'entraînais à faire trembler mes mains jusqu'à ce que cela paraisse convaincant. Je laissais mes épaules s'affaisser. Je plaçais des papiers en désordre là où ils s'attendraient à de la confusion. Chaque mouvement était délibéré. Ils voulaient une femme fragile. Je leur en donnerais une. Et pendant qu'ils la regarderaient tomber, ils ne remarqueraient jamais le sol se dérober sous leurs pieds. Le bruit des pneus crissant sur l'allée de gravier me parvint avant que la sonnette ne retentisse. J'étais déjà assise dans le salon, enveloppée dans un vieux châle en laine, ma posture légèrement courbée, mon regard flou. J'avais choisi cette pièce avec soin. Elle avait juste assez de lumière pour exagérer la faiblesse, juste assez d'ombre pour cacher la clarté. Quand Nathan et Brooke entrèrent, ils le firent avec l'assurance de gens qui croyaient que l'issue était inévitable. Nathan portait un dossier en cuir fermement pressé contre lui. Brooke suivait avec une boîte de pâtisserie nouée d'un joli ruban, son expression composée et presque triomphante. « Maman, » dit Nathan d'une voix forte, comme si le volume seul pouvait compenser l'empathie. « Comment te sens-tu ?
Je clignai des yeux 2 fois avant de répondre. Laissant la pause s'étirer. Oh, Nathan, vous êtes déjà là. J'ai dû perdre la notion du temps. Brooke s'approcha et posa la boîte sur la table. Nous t'avons apporté quelque chose de sucré. Tu devrais garder tes forces. Je me penchai légèrement en avant, plissant les yeux vers la boîte comme si j'essayais de l'identifier par sa forme seule. Est-ce le gâteau à la vanille que j'aime? Je ne peux plus le dire. Tout a une odeur étrange ces derniers temps. Ils échangèrent un regard. Ce fut rapide, mais je le vis. Nathan se racla la gorge. C'est normal. Le médecin a dit que des distorsions se produisent lorsque les nerfs sont stressés. Cela ne signifie rien de grave. Je hochai la tête, m'accrochant aux mots comme un enfant effrayé s'accroche à un réconfort. Si tu le dis, je te fais confiance. Cette phrase lui fit quelque chose. Je vis ses épaules se détendre. La confiance était la monnaie qu'il attendait d'encaisser. Il ouvrit le dossier et le posa sur la table. Nous voulons juste en finir pour que tu puisses te reposer. Tu n'as pas besoin de tout relire. C'est exactement ce dont nous avons discuté. Ma main trembla en attrapant le stylo. Je le laissai vaciller de façon spectaculaire entre mes doigts. Oh là là, je suis si maladroite aujourd'hui. Brooke se pencha. Sa voix douce et sirupeuse. Ce n'est pas grave. Prends ton temps. J'abaissai le stylo vers la page, puis je haletai doucement, comme si j'étais surprise par mon propre mouvement. Mon coude heurta la carafe d'eau en verre posée à côté des papiers. Elle bascula. L'eau se déversa sur les documents dans un flot soudain et clair. L'encre se mit à baver instantanément. Les signatures devinrent floues. Les sceaux officiels se déformèrent et se dissolurent sous nos yeux. Oh non, m'écriai-je, me levant brusquement et renversant ma chaise. J'ai tout gâché. Je gâche tout ces derniers temps. Le visage de Nathan devint rouge avant qu'il ne se reprenne. Pendant une brève seconde, la colère éclata, trop vive pour être cachée. Puis elle disparut. Ce n'est pas grave, dit-il d'une voix tendue. Nous pouvons imprimer une autre copie. Je secouai la tête, me tordant les mains. Le notaire est probablement fermé maintenant. Je suis tellement désolé. Je voulais bien faire les choses. Brooke inspira brusquement, puis sourit. C'est peut-être mieux ainsi. Il ne faut pas te presser. Je levai les yeux vers eux, les yeux larmoyants et sincères. Le Conseil de la préservation se réunit dans 2 jours, n'est-ce pas? Cette grande session que tu as mentionnée, où tout le monde sera là. Nathan hésita. Je pourrais le signer là-bas, continuai-je. Devant tout le monde. De cette façon, personne ne pourra dire que vous m'avez fait pression. Tout le monde verra que je vous ai tout donné de mon plein gré. Le silence s'installa entre nous. Puis Nathan hocha lentement la tête. Oui, c'est logique. En public, c'est plus sûr. Un soulagement vacilla sur le visage de Brooke. Il croyait que le délai jouait en leur faveur. Nathan sortit pour prendre un appel, disant qu'il avait besoin d'air. Brooke s'assit, faisant défiler son téléphone, son attention se dissipant dès que je détournai le regard. Je me levai lentement et me traînai vers le couloir, faisant semblant de monter à l'étage. Au lieu de cela, je m'arrêtai juste avant le palier et me tournai discrètement vers la fenêtre donnant sur le jardin. La voix de Nathan portait clairement depuis la terrasse. Elle est pire qu'on ne le pensait, dit-il, d'un ton suffisant. Elle pouvait à peine tenir le stylo. Elle signera à la réunion du conseil. Pas de problème. Une voix déformée répondit par le haut-parleur. Bien. Une fois que c'est fait, procédez immédiatement. Nathan rit. Nous ne perdrons pas de temps. Les permis avanceront vite. Le temps qu'elle réalise quoi que ce soit, tout aura disparu. Je m'éloignai de la fenêtre, le cœur stable et froid. Il pensait que la représentation était terminée. Il n'avait aucune idée qu'elle ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise au petit bureau de ma chambre, les lumières éteintes, la maison silencieuse autour de moi, rejouant les mots de Nathan jusqu'à ce qu'ils perdent toute émotion et deviennent de pures informations. Permis, immédiatement, disparu. Il ne planifiait pas une transition. Il planifiait un effacement. Juste avant l'aube, j'ai passé l'appel que j'avais évité. Daniel a répondu à la 2e sonnerie. Eleanor. Il avait l'air surpris. Il est tôt.
Je sais, ai-je dit. J'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin de toi maintenant. Il y eut une pause. Puis, j'arrive. Daniel Mercé avait été mon partenaire bien avant que Nathan ne montre le moindre intérêt pour mon travail. Un historien des structures, méticuleux et têtu, il comprenait une chose mieux que quiconque, les documents survivent aux gens. Si vous protégez le papier, vous protégez la vérité. 1 heure plus tard, nous roulions vers le nord, loin de la ville, vers une étendue de terre que la plupart des cartes ne prenaient plus la peine d'indiquer. Le brouillard était épais, enveloppant la route d'un anonymat silencieux. Je n'ai pas expliqué grand-chose, seulement que mon fils m'avait trahi et que l'œuvre de ma vie était en danger. Daniel n'a pas posé de questions. Il ne le faisait jamais quand quelque chose comptait autant. Nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment d'archives municipales négligé, dont la fermeture était prévue depuis des années. L'enseigne était délavée, le parking vide. Pour n'importe qui d'autre, il semblait abandonné. J'ai déverrouillé la porte latérale avec une clé que je portais sur mon trousseau depuis 20 ans. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le papier vieilli. Nous sommes descendus de 2 niveaux sous terre, passant devant des rangées d'étagères inactives et d'armoires scellées. Tout au fond, derrière un faux mur, j'ai entré un code et j'ai appuyé ma paume contre une plaque de métal froid. Le mur s'est ouvert en coulissant. Daniel expira lentement. Eleanor, qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle Sterling a survécu à toutes les tentatives de rachat hostiles pendant 3 décennies, ai-je dit. Et la raison pour laquelle Nathan échouera. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort. Pas d'argent, pas de bijoux. Des actes de propriété, des chartes de restauration originales, des clauses de préservation, des addendums signés avec une encre qui avait encore force de loi. Chaque bâtiment que mon entreprise avait protégé était représenté ici, avec des clauses si profondément ancrées qu'aucun transfert public d'autorité ne pouvait les dissoudre. J'ai tendu un dossier à Daniel. Autorité de contingence. Si je suis déclaré incapable aux contraintes, tous les droits reviennent au trust de préservation, que je contrôle seul. Il a parcouru les pages, ses yeux s'écarquillant. Tu n'as jamais parlé de ça au conseil d'administration. Je n'en ai jamais parlé à personne, ai-je dit. Pas même à Nathan. Daniel a refermé le dossier avec soin. Ils ne peuvent pas toucher au site. Non. Et s'ils essaient, ai-je continué, leur tentative devient une interférence criminelle avec le patrimoine protégé. J'ai posé la fiole et la bouteille de compléments altérés sur la table. Ceci en fait une conspiration. Daniel m'a regardé, avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté dans les yeux. Il te croit fragile. Je me suis permis un mince sourire. Il pense que l'âge m'a affaibli. En vérité, il m'a appris où cacher les fondations. Au lever du soleil, nous avions des copies sécurisées dans 3 endroits, un conseiller juridique alerté et des avis de contingence préparés. Quand Nathan arriverait à la réunion du conseil le lendemain, confiant et impatient, il entrerait dans une pièce où chaque sortie avait déjà été scellée. Il ne le savait tout simplement pas encore. La salle du conseil était déjà pleine quand je suis arrivé. De longues tables en bois, des microphones soigneusement alignés. Des plaques nominatives polies jusqu'à un éclat mat. Des gens qui me connaissaient depuis des décennies hochaient poliment la tête à mon passage, leurs expressions un mélange de respect et d'inquiétude. La nouvelle avait vite circulé. Eleanor Whitfield se retirait. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Nathan était assis près de l'avant avec Brooke à ses côtés, tous deux habillés pour la victoire. Il s'est levé quand il m'a vu, m'offrant son bras avec un soin exagéré. Je l'ai ignoré et j'ai marché seul. Ma vision était claire, pas parfaite, mais honnête, solide, suffisante. Quand mon nom a été appelé, je me suis levé lentement, laissant la salle s'installer dans le silence. C'était le moment pour lequel il s'était préparé, la reddition publique, la signature qui débloquerait tout. Nathan a fait glisser le dossier vers moi. Les nouveaux documents, impeccables, le stylo posé avec soin sur le dessus. Prends ton temps, maman, dit-il doucement, pour que tout le monde entende. J'ai regardé le papier. Puis j'ai levé les yeux. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit calmement. Il y a quelque chose que je dois partager avec ce conseil. Nathan se raidit. Le sourire de Brooke vacilla. J'ai fait un signe de tête au greffier sur le côté de la pièce. S'il vous plaît, lancez la vidéo. L'écran derrière le conseil s'est allumé. Des images granuleuses en noir et blanc ont rempli la salle. Ma table au restaurant.
moi me levant, partant. Puis mon fils plongeant la main dans sa veste. La fiole. Le versement. Le rire. Un murmure a parcouru la pièce comme un vent soudain. Mettez le son, ai-je dit. La voix de Nathan a résonné dans la salle. Claire, suffisante, sans équivoque. Elle pense que c'est l'âge. La main de Brooke s'est envolée vers sa bouche. J'ai continué avant que quiconque ne puisse parler. Pendant des mois, ma vue déclinante n'était pas un mystère médical. Elle était induite chimiquement, conçue pour imiter la détérioration liée à l'âge, temporaire, réversible, et administrée à mon insu ou sans mon consentement. J'ai posé la fiole sur la table devant moi, puis la bouteille de compléments altérés, puis un dossier d'analyse de laboratoire et de documentation. Cette substance a été fournie par un promoteur externe ayant un intérêt direct à démanteler les protections historiques que j'ai personnellement mises en place. Des halètements, des chuchotements, des chaises qui bougent. Nathan s'est levé brusquement. C'est absurde. Elle est confuse. Elle est malade. J'ai croisé son regard. Je suis malade, ai-je dit d'une voix égale. De trahison. Je me suis retourné vers le conseil. En prévision de toute coercition, il y a des décennies, j'ai placé toute l'autorité sur les sites protégés dans un trust de préservation privée. Toute tentative de transfert ou de liquidation d'actifs sous la contrainte active une réversion immédiate et un examen pénal. J'ai fait un signe de tête à Daniel, assis à l'autre bout de la salle. Il s'est levé, tenant la documentation bien haut. Cette réunion, ai-je continué, est maintenant une preuve. La sécurité a agi rapidement. Les téléphones ont été confisqués. Les officiels chuchotaient d'urgence dans leur radio. La confiance de Nathan s'est effondrée en temps réel. Sa voix s'est brisée alors qu'il essayait de parler à nouveau, mais personne n'écoutait. Brooke me fixait, les yeux écarquillés, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait parié. Au moment où le conseil a suspendu la séance, les autorités attendaient. Nathan n'a pas regardé en arrière en étant escorté dehors. Je n'ai pas tendu la main vers lui. Certaines pertes ne méritent pas d'être pleurées. Des semaines plus tard, mon entreprise n'existait plus sous sa forme ancienne. Elle est devenue un trust à but non lucratif, légalement scellé contre toute exploitation privée. Chaque bâtiment protégé est resté protégé en permanence. Je suis retourné à mon atelier non pas pour reconstruire ce qui était brisé, mais pour continuer ce qui n'avait jamais vraiment été pris. Je partage cette histoire non pas par pitié, mais pour la clarté. Parce que la trahison porte souvent le masque de l'inquiétude. Parce que l'âge est trop souvent confondu avec la faiblesse et parce que le mensonge le plus dangereux qu'on nous enseigne est que notre temps est révolu simplement parce que d'autres sont pressés de nous remplacer. Je n'ai pas survécu en devenant plus dur. J'ai survécu en me souvenant de qui j'étais avant que quiconque n'essaie de m'effacer. N'abandonnez jamais votre voix à ceux qui profitent de votre silence. La sagesse ne s'estompe pas avec l'âge.